Bonjour à toutes et à tous. Heureux de vous retrouver pour ce numéro de Smart Future, l'émission des entreprises qui innovent, celles et ceux qui inventent aujourd'hui le monde de demain. Voici le sommaire. On lève les yeux au ciel pour commencer avec les pépites françaises de l'espace. La conquête spatiale n'est plus réservée aux grandes agences gouvernementales. C'est ce qu'on va voir juste après ces titres avec Cécilia Sévry et nos invités. Dans Smart Money, notre chronique consacrée au placement d'avenir. On va décortiquer tout à l'heure le marché de l'IoT, l'Internet des objets. On devrait en dénombrer 13 milliards sur la planète d'ici 2024. Smart Connect, notre rubrique sur les mutations du e-commerce. On va plonger dans le predictive targeting, ou comment prédire une intention d'achat avant même que le consommateur ne tape un mot-clé sur son moteur de recherche. C'est possible, vous verrez. Et puis dans la seconde partie de notre émission, on vous proposera un reportage sur et dans un taxi volant, et puis un débat sur la signalétique connectée pour redynamiser les centres-villes. Mais d'abord, on lance nos satellites à la française. Bienvenue dans le futur. Le New Space, c'est l'émergence dans le secteur spatial d'acteurs privés, un nouveau modèle qui laisse la place à davantage d'innovation et aussi à de nouveaux acteurs français comme nos invités. Stanislas Maximin, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de Venture Orbital System. Avec nous également en visioconférence Philippe Gauthier qui est président de Emeria. Bonjour Philippe Gauthier, est-ce que vous m'entendez bien ? Très bien, merci. Écoutez, si la technique nous suit, on est heureux. Et puis j'accueille également Cécilia Sévry. Bonjour Cécilia, heureux de vous accueillir sur ce plateau, spécialiste de l'industrie spatiale chez Bismarck. Pour commencer justement Cécilia, vous allez à la fois nous présenter nos invités et puis poser le décor de ce New Space, les nanosatellites évidemment. C'est quoi ? Alors en fait, c'est la miniaturisation des satellites tout simplement. Quand ils faisaient des dizaines de tonnes, aujourd'hui déjà d'ailleurs, ils font quelques dizaines de kilos seulement. Alors les fourchettes varient, mais c'est entre 1 et 100 kilos à peu près. C'est ce qu'on dit aujourd'hui. Et les plus petits parmi eux, ce sont les CubeSats. Alors la particularité de ces nouveaux modèles de satellites, c'est qu'on va les positionner en constellation. On va envoyer des dizaines, voire des dizaines de milliers, et on va tisser une toile comme ça autour de la Terre pour établir un réseau de connectivité. Et le premier nanosatellite français à être allé dans l'espace, c'était en 2019. Il a été lancé, il s'appelle Angel, et il a été lancé par Emeria, avec Philippe Gauthier, président d'Emeria, qui est aujourd'hui avec nous, en partenariat avec le CNES, le Centre national de recherche spatiale français. Alors pour les envoyer, ces nanosatellites, il faut des lanceurs. Dans les lanceurs, il faudrait qu'ils soient bien plus petits que ceux qui existent déjà, évidemment. Ça ne sert à rien d'avoir Ariane pour lancer des nanosatellites. Exactement, la charge utile, elle est disproportionnée aujourd'hui par rapport à la taille de cette technologie-là. Donc on est dépendant de l'envoi de fusées pour d'autres projets et il faut aller grappiller une petite place comme ça. Donc il faudrait qu'on ait des lanceurs moins chers, plus petits et adaptés au gabarit. Et ça, c'est justement, parce qu'on n'en a pas en France et en Europe, c'est justement ce que propose Venture Orbital Systems, de fabriquer ces micro-lanceurs avec vous, Stanislas Maximin. Alors, ils ressemblent à quoi, ces micro-lanceurs ? Alors, c'est Ariane en plus petit, quoi, tout simplement. Bon, d'accord, ça doit être un peu plus compliqué. Non, mais globalement, un lanceur, on ne réinvente pas la poudre depuis les années 60. Globalement, on va mettre deux réservoirs l'un sur l'autre, un carburant, un comburant, on les combine dans ce qu'on appelle un moteur fusée, ça crée une flamme et ça pousse. Et tout en haut de ce lanceur, qui est un explosif gigantesque, on met le satellite. Et après, la taille du lanceur va bien évidemment déterminer la taille du satellite que vous pouvez envoyer et où est-ce que vous pouvez l'envoyer. Pour donner un exemple, une Ariane 5, aujourd'hui fleuron de l'industrie spatiale française, qui peut envoyer 20 tonnes en orbite basse, ça fait 55 mètres de haut. Alors, je ne suis pas sûr et certain, mais ça doit faire environ 3 mètres de diamètre, l'étage principal, avec des boosters gigantesques. Nous, notre lanceur, qui peut envoyer 70 kg dans l'espace, aujourd'hui, il fait 15 mètres de haut et 1,2 mètre de diamètre. Donc, on est sur des échelles complètement différentes pour des capacités vraiment adaptées aux nanosatellites. Alors, justement, ces nanosatellites, Philippe Gauthier, pour nos usages quotidiens ou même en généralisant, puisqu'on peut parler de défense, par exemple, à quoi ils servent ces nanosatellites ? Qu'est-ce que ça change ?
Alors, à quoi il sert que ça change? Ce que ça change, effectivement, comme le disait Cécilia, c'est d'une part, c'est d'une part les prix. C'est beaucoup moins cher, que des gros satellites. Donc, ça change le fait qu'il y a des tas d'applications d'accès à l'espace qui deviennent possibles. C'est aussi effectivement, comme on le disait, le fait qu'ils évoluent en constellation, donc il y a du quasi-temps réel, c'est-à-dire qu'en tout point du globe, vous voyez passer un nanosatellite toutes les 15 minutes, mettons. Voilà, donc au lieu de voir passer un gros satellite une fois par jour. Voilà. Et à quoi ça sert? Ça sert à deux choses principalement. Ça sert d'une part à faire de la connectivité. Connectivité, c'est-à-dire essentiellement pour l'instant relier des objets IoT, connexion par Internet d'objets, avec des petits messages, mais en très grand nombre, d'une part. Et d'autre part, ça sert également à faire de l'observation de la Terre. Ça, on peut embarquer effectivement des caméras de très haute résolution, ou d'autres instruments de type radar qui vont aussi observer la Terre et qui vont permettre de générer de la donnée élaborée qui va déboucher sur des tas de services pour des verticales de marché, l'agriculture, l'énergie, l'urbanisme, etc. Est-ce qu'on peut dire, Philippe Gauthier, que cette émergence du New Space, elle a bouleversé l'écosystème spatial français aujourd'hui? Bouleversée, oui. Elle le transforme. Un bouleversement, je ne sais pas, mais en tous les cas, ce qui est complètement flagrant, c'est que le nombre de nouveaux acteurs explose. Ça a été quand même depuis, on va dire, les années 60, le nombre d'acteurs traditionnels était assez stable, assez institutionnel, voilà. Donc, il y a, si vous voulez, en Europe, il y a peut-être, c'est difficile à lister, mais il y a peut-être, entre 300 et 500 startups qui peuvent, de façon tout à fait correcte, être classées dans le domaine du New Space. Donc, c'est vraiment un nombre considérable, dans tous les domaines d'ailleurs, dans les domaines que ce soit effectivement des matériels, des lanceurs, des satellites, des équipements, etc., dans les domaines aussi de la data, dans le domaine aval. Donc, oui, il y a des nouveaux acteurs, il y a une espèce de bouillonnement, si vous voulez, qui est assez fantastique et qui ne fait probablement que commencer. Donc, ce foisonnement, et puis ce que ça bouleverse aussi, ces jeunes acteurs que nous sommes, ils n'hésitent pas finalement avec des moyens qui sont beaucoup plus modestes au départ que les grands acteurs, de vouloir relever en fait des défis qui sont des défis technologiques considérables. Stanislas, Maximin, justement, si on fait le match un peu Europe, France-Europe, États-Unis, on est plutôt en retard par rapport aux États-Unis? On est où sur ce New Space? Oui, je pense que ça serait quand même assez malhonnête de dire qu'on n'est pas en retard. Oui, je pense qu'on est quelques années quand même derrière sur certaines applications. Attention, c'est quand même une industrie extrêmement vaste. Le New Space également. Maintenant, oui, sur plusieurs domaines, comme les lanceurs, comme les constellations de nanosatellites. Heureusement qu'on a des entreprises comme Emeria qui viennent pour justement un petit peu changer ça. Mais oui, on a pris un petit peu de retard. Maintenant, l'Europe est en train de mettre en place vraiment une politique de développement au niveau du New Space. La France également, pour venir justement accompagner justement cette, alors pas révolution, mais du coup cette croissance exactement du New Space qui, j'en suis persuadé, va venir également pouvoir diversifier notre industrie déjà. Oui, mais l'Europe, parler de l'Europe, c'est quoi concrètement l'aide de l'Europe pour l'émergence de ces nouveaux acteurs? Alors on va avoir plusieurs aides. On a l'Agence spatiale européenne, l'ESA, qui va pouvoir accompagner des programmes divers et variés, prendre des missions également pour les entreprises. Également la Commission européenne qui dédie de plus en plus de fonds justement au spatial, alors que ce soit pour les grandes entreprises ou de plus en plus également pour les startups. Des fonds d'investissement, venture capitalist, donc spécialisés dans cette prise de risque, d'investir dans des startups qui interviennent également. Donc c'est un petit peu les moyens dont ils peuvent supporter les nouvelles initiatives. Mais c'est dans toute la stratégie maintenant de la Commission européenne qui va vers cette ambition d'aller faire porter des projets de constellation européenne, par exemple. Et Philippe Gauthier, on peut en parler peut-être. Thierry Breton, en particulier, a envie d'aller encourager non pas seulement les grands acteurs, mais aussi les TPE, les PME vers ce nouveau marché, ce nouveau secteur.
Oui, je pense que le commissaire breton, il raisonne très bien, hein. Il y a des initiatives effectivement européennes en termes d'autonomie, de souveraineté, dans le domaine effectivement de l'observation de la Terre, c'est tous les sujets Copernicus. Dans le domaine de la navigation, c'est Galileo. Et maintenant, le souhait, c'est effectivement d'avoir en Europe, de façon collective, une souveraineté, une autonomie dans le domaine de la connectivité, au sens assez large, hein, d'ailleurs, hein, que ce soit connectivité, accès à Internet, des données, de l'IoT, etc. Voilà. Et là, je pense que la démarche, elle est assez nouvelle. Il y a évidemment les grands acteurs, que ce soit opérateurs, satellitiers, etc., qui sont partie prenante, ou des compagnies comme Arianespace. Mais il y a un souhait effectivement d'associer tout l'écosystème des petites entreprises, des startups, pour bousculer, enfin, je dirais challenger un peu plus effectivement les concepts, l'innovation, et pour avoir une vraie intégration, une vraie participation dans cette, parce qu'il n'y en aura pas qu'une, ces constellations à venir dans le domaine de la connectivité et de la souveraineté. Donc, je crois qu'il y a une vraie volonté. C'est pas forcément complètement simple, hein, parce que c'est plus simple, effectivement, traditionnellement, de travailler avec très peu d'acteurs, mais en tous les cas, c'est très, très prometteur pour tout l'écosystème des startups, qu'elles soient françaises, qu'elles soient européennes, et des petites entreprises, des PME, tout à fait. Ces nanosatellites, ils sont positionnés où? Quelle orbite? Ils sont en orbite basse. D'accord. Donc, en fait, ils sont en orbite basse pour permettre de réduire, on parle de connectivité, hein, ici de couverture Internet par exemple, donc pour réduire ce temps de latence du signal vers la Terre. Et donc, plus on va être bas, évidemment, plus le débit sera fort. Et donc, c'est pour ça qu'on retrouve aujourd'hui des batailles, par exemple, entre Elon Musk et Jeff Bezos. Starlink d'Elon Musk est en orbite basse. Mais il voudrait descendre encore un petit peu. Et là, Amazon est arrivé en demandant justement de se placer sur cette orbite encore plus basse. Amazon a gagné d'ailleurs, donc ce qui n'a pas manqué de mettre en colère Elon Musk. Donc en fait, il y a vraiment un enjeu autour de cette orbite basse. Qui aura la meilleure place? Si les géants sont en train de se battre pour cette orbite basse, ça va être compliqué aussi pour les je mets des jolis guillemets, pour les petits acteurs. Oui, bon, il y a aujourd'hui une vraie complexité au niveau justement de cette répartition en orbite. Maintenant, l'espace est assez vaste. Aujourd'hui, Starlink est un peu plus haut, situé un peu plus haut que les satellites que nous on peut envoyer, typiquement. Pareil pour la constellation Kuiper d'Amazon. Donc, en effet, je pense que l'espace est assez gros pour permettre à tout le monde d'avoir des opportunités. Je pense également qu'il faut pouvoir contrôler au niveau international les risques, contrôler également le nombre de satellites qu'on envoie. On ne peut pas se retrouver à avoir non plus de la pollution, on ne peut pas se retrouver à avoir non plus des satellites qui se rentrent l'un dans l'autre. Ça serait Mais alors justement, qui contrôle? Question de Béotia, quoi. Comment vous faites? Vous demandez l'autorisation à qui? Alors nous, on demande l'autorisation en tant qu'entreprise française. Alors on n'envoie pas de satellites, donc maintenant on envoie quand même des objets en orbite, qui restent un petit peu en orbite, même si on les désorbite. Donc on va demander l'autorisation au CNES, notamment, qui va au ministère responsable, donc déjà pour l'autorisation de voler, qui va être le ministère de l'économie. Le ministre demande conseil au CNES, le CNES statut, le ministre statut, et derrière ça donne cette autorisation-là. Après, il y a également d'autres autorisations, ça va être l'autorisation de pouvoir communiquer dans l'espace. Et justement, c'est cet organisme aux États-Unis qui s'appelle la Federal Communication Commission, la FCC, qui est un petit peu en train d'essayer qui est entre la bataille Musk, Bezos, surtout leurs entreprises SpaceX et Amazon, et qui est en train de statuer pour dire vous avez le droit d'émettre à tel endroit, de telle à telle altitude, sur telle et telle fréquence. Cette question, Cécilia, elle est importante. Enfin, c'est un peu la face cachée du business, la question de la réglementation, des autorisations. Plus il y a d'acteurs, plus c'est compliqué, quoi. Oui, et en fait, ça, c'est vraiment un vivier incroyable pour l'écosystème français, puisqu'on est déjà en train de se positionner, parce qu'il y a toute cette question d'opération. Il faut des opérateurs, parce que toutes ces entreprises qui saisissent le business du New Space aujourd'hui, elles n'ont pas vraiment de compétences ou de culture sur cette réglementation dont on parle. Donc, il va falloir les aiguiller. Absolument. Ça, c'est
c'est une opportunité pour les entreprises françaises. Et puis, il y a des questions d'assurance, par exemple. Il faut assurer ces nanosatellites. Ça, c'est ce que vous faites d'ailleurs, avec une filiale que vous avez créée pour prendre ces opportunités entrepreneuriales qui se cachent derrière ce. C'est des nouveaux métiers, en quelque sorte. C'est des nouveaux métiers, oui. Ouais, c'est ça, on ne se rend pas forcément compte, c'est un petit peu comme envoyer un colis, vous ne vous rendez pas compte de toute la galère administrative qu'il y a derrière, des douanes, quand vous importez un produit depuis la Chine, etc. Mais c'est une vraie galère. Déjà, c'est compliqué sur Terre, alors que plus, voilà, et maintenant, imaginez avec des satellites, donc c'est tout aussi complexe, et en effet, on s'est rendu compte que ça freinait pas mal les développements. Nous, on est passionnés par ce que font les opérateurs et les constructeurs de nanosatellites. Je suis convaincu que ça va changer nos façons de vivre en tant qu'humains sur Terre, et justement, on s'est dit, comment est-ce qu'on fait pour faire en sorte de faciliter la vie à ces personnes-là, parce que c'est des ingénieurs, c'est des gens dont c'est pas le métier de venir s'occuper de l'assurance, de venir s'occuper des régulations, de la logistique. Ça n'a aucune valeur pour leur projet. Leur métier, c'est d'analyser la donnée et d'envoyer des satellites. Et puis il n'y a pas d'interlocuteur encore privilégié, pas aujourd'hui, vraiment. C'est un peu, on va chercher. Il n'y a pas grand monde sur l'assurance. Donc, on est venu se positionner justement avec une filiale qui s'appelle Astreos, qui vient justement accompagner nos clients sur leur mission en général de lancement de nanosatellites et de A à Z, de l'usine à l'espace. Ouais. Philippe Gauthier, est-ce qu'on peut justement mesurer aujourd'hui les retombées économiques de ce New Space sur l'économie française ? Alors, il faut raisonner, je pense, sur une période assez longue, mais je pense que sur une période de 10 ans, l'économie française générera en termes d'accroissement de chiffre d'affaires, d'emploi, l'équivalent plus de 5 milliards d'euros par an, je pense. Enfin, sachant que c'est à peu près ce que fait, et ça c'est une hypothèse assez basse, mais en gros, à 10 ans, on doublera. Parce que c'est à peu près 5 milliards, c'est à peu près ce que fait l'industrie spatiale française actuellement. Donc, raisonnablement, en hypothèse basse, à 10 ans, on doublera effectivement à la fois le chiffre d'affaires, les emplois, etc., générés par cette filière. Donc, c'est quand même significatif. Est-ce qu'on ira plus vite ? Enfin, quelle sera la pente ? Ça, je ne sais pas complètement, mais c'est des enjeux qui sont importants. Et avec, évidemment, des aspects en termes de souveraineté, des aspects en termes de qualification d'emploi, de leadership technologique qui sont considérables. Donc, c'est pas, on va sortir des choses un petit peu amusantes qu'on a connues précédemment, et là on rentre effectivement dans une économie qui se développe et qui va être fondamentale à la fois en intérêt pour la vie de tous les jours, comme le disait Stanislas, mais aussi en impact économique. Absolument. Philippe Gauthier, alors on parlait d'orbite tout à l'heure, on va aller dans la projection, mais dans l'espace cette fois. Vous préparez une constellation qui ne sera pas positionnée en orbite basse, mais en orbite géostationnaire. Est-ce que ça veut dire que demain, le terrain de jeu, ce ne sera plus l'orbite terrestre proche, mais est-ce qu'on peut imaginer qu'on enverra des nanosatellites jusqu'à la Lune, par exemple ? Oui, tout à fait. En fait, d'abord, il y a une chose, c'est que finalement, la frontière entre un satellite, je dirais passif, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de moyens de propulsion, un satellite qui va avoir des moyens effectivement de propulsion, qui va en plus s'intégrer de façon de plus en plus harmonieuse et facile dans les micro-lanceurs, tout ça va évoluer. Donc, si vous voulez, le cloisonnement entre les différents types d'objets qu'on connaît va aussi un petit peu évoluer. Et pour répondre à votre question, on commence naturellement par des orbites basses, c'est-à-dire 400-500 km, mais là, on est en train de développer des petits satellites qui vont aller à 36 000 km, donc aux côtés de gros satellites. Ça nous permet de développer des technologies, des savoir-faire en termes, par exemple, de résistance aux radiations cosmiques, entre autres, qui vont nous permettre effectivement d'aller plus haut et pourquoi pas effectivement de proposer des véhicules, des satellites qui tourneront en orbite par exemple autour de la Lune, pour prendre cet exemple. Parce que... Mais pourquoi faire ? Pourquoi on les enverra aussi loin ? D'abord, pourquoi ils seront à 36 000 km en orbite ? À quoi ça va servir d'envoyer des nanosatellites alors qu'il y a déjà des énormes satellites qui tournent là-haut ?
Oui, alors ce sera des satellites qui seront des compagnons, si vous voulez, des gros satellites. Par exemple pour les surveiller, les protéger, puisque vous n'êtes pas sans savoir que l'espace devient aussi un lieu dans lequel qui est plus nécessairement complètement pacifique. Donc il y aura ces sujets-là. Il y a d'autres applications qui sont en train d'émerger, par exemple pour occuper, sauvegarder des fréquences pour les opérateurs télécoms. Voilà. Donc comme à chaque fois, quand un objet devient plus petit, moins cher, plus accessible, finalement, progressivement, chacun lui trouve des applications qui n'étaient pas forcément imaginées au début. Même si, effectivement, les premiers usages ont démarré, comme on l'a dit, sur des orbites qui sont des orbites basses. Ouais. Il y aura des satellites, gardiens de satellites, si j'ai bien compris. On va terminer sur les questions de souveraineté, parce qu'il y a des pays, Stanislas, qui vont pouvoir débarquer dans le spatial alors que cet univers, si j'ose dire, leur était fermé jusqu'à présent. Ce business leur était fermé, et cette souveraineté. Absolument, c'est quelque chose d'assez incroyable qu'on voit dans le monde entier, en Asie beaucoup, on voit également en Europe, des pays de l'Est, par exemple la Pologne, la Finlande, qui n'étaient pas des experts dans le spatial, qui avaient toujours une petite expérience, et qui... On voit émerger des startups, on voit émerger des programmes nationaux qui sont ambitieux, qui vendent, qui créent de nouvelles technologies, qui sont compétitifs. Donc c'est aussi ça. Mais pour vous, c'est des partenaires aussi potentiels ? C'est certains de ces pays ? Oui, absolument. Typiquement, nous, on a un partenariat avec une entreprise justement polonaise qui fabrique des nanosatellites via justement Astreos. Mais oui, c'est des partenaires potentiels parce que ça apporte de nouveaux acteurs, de nouveaux types de technologies que nous, on peut envoyer dans l'espace ensuite. Et des nouvelles bases de lancement ? Potentiellement des nouvelles bases de lancement également. On a une petite différence par rapport également à Ariane 5 que je n'ai pas mentionné, mais on ne va pas viser à tirer en orbite équatoriale, c'est-à-dire le long de l'équateur. On va vouloir tirer vers le nord. Ça améliore le taux de revisite d'un même point pour les nanosatellites qu'on envoie. Et donc, quand on veut tirer depuis le nord, on a la chance d'avoir des pays dans le nord de l'Europe qui sont très efficaces et qui sont bien positionnés et qui surtout proposent des bases de lancement. Merci beaucoup, merci à tous les trois, c'était passionnant. On passe à Smart Money. Le thème d'aujourd'hui est clairement lié puisqu'on parle des objets connectés, de l'Internet des objets, et sans les satellites, notamment les nanosatellites, c'est compliqué. Retrouvez Smart Money au cœur de Smart Future avec eToro, leader mondial des plateformes de trading social. Smart Money, c'est notre chronique consacrée au placement d'avenir. Depuis plusieurs semaines, on décortique les marchés de la tech après la robotique, le big data ou l'intelligence artificielle. On s'intéresse aujourd'hui à l'Internet des objets. Bonjour Antoine Fraisse-Soulier. Bonjour. Bienvenue, vous êtes toujours responsable de l'analyse de marché chez eToro France, et on aime bien ensemble commencer par une définition. Oui, alors les objets connectés, qu'est-ce que c'est ? Alors, c'est tous les objets qui sont connectés à Internet, qui partagent des informations avec des terminaux électroniques, comme les ordinateurs, les tablettes ou les smartphones, dans le but d'améliorer notre mode de vie et également d'améliorer la productivité des entreprises. Ouais, et ils sont très présents, évidemment, d'ores et déjà dans notre vie quotidienne. Alors, lorsqu'on parle d'IoT, d'Internet des objets, il y a deux secteurs d'activité, c'est ça ? Oui, il y a deux grands secteurs qui se démarquent. Tout d'abord, tout ce qui est lié à l'habitation, les fameux smart homes. C'est vrai que les logements deviennent de plus en plus connectés. On a tout un type d'objets comme les thermostats, les ampoules, les volets ou même les réfrigérateurs qui sont connectés aujourd'hui. Par exemple, pour assurer le confort thermique d'un logement, les smartphones permettent de contrôler la température à travers diverses applications. Il y a également aussi les compteurs électriques. C'est vrai que vous avez peut-être été contacté par EDF qui ont proposé de changer le compteur, le Linky. Il y a 30 millions de Linky qui ont été posés en France depuis maintenant plusieurs années. Et aussi tous les professionnels de la santé, de l'immobilier, tous les professionnels de l'immobilier, dans le neuf vont construire des logements connectés. Maintenant, la norme, ça va devenir d'avoir des logements connectés. D'accord, mais la maison, c'est pas la seule à être connectée. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans le secteur, on va dire, du bâtiment ? Alors, dans le secteur du bâtiment, il y a également
tout ce qui est lié aux ascenseurs, par exemple, vous avez des ascenseurs connectés, et puis on va trouver même, c'est un peu plus étonnant peut-être. Étonnant, sans les potagers connectés. Oui. C'est vrai que voilà, il y a des systèmes qui sont installés dans des potagers qui vont contrôler ensuite la lumière, le système de ventilation, etc. D'accord, donc il y a le smart home et puis il y a l'industrie aussi. Et voilà, il y a l'industrie, voilà, c'est le deuxième volet. Alors, c'est vrai que l'industrie, dans les ateliers et les chantiers, eh bien, les outils et les équipements sont désormais mis en réseau et interconnectés. À travers des capteurs et d'autres dispositifs, les machines vont collecter une quantité énorme de données, de data, et qui vont ensuite permettre l'analyse et l'exploitation. Ça va donner qui sont vraiment d'énormes enjeux pour les entreprises. Qui sont les acteurs du marché? Alors, les acteurs du marché, c'est vrai qu'il y a une vraie nébuleuse d'acteurs économiques. On va trouver tout d'abord les fabricants, bien sûr, d'objets connectés. Il y a aussi les fabricants de composants électroniques de ces objets. Alors là, c'est vraiment toutes les sociétés de semi-conducteurs. En France, on a ST Microelectronics, qui est vraiment un des leaders. Et puis aux États-Unis, on va trouver AMD ou Nvidia. Il y a également les fabricants d'interfaces de logiciels entre ces objets. Alors là, les leaders, c'est les Américains, avec Intel et HP. Ensuite, il y a aussi toutes les plateformes qui stockent et analysent ces données. C'est vraiment les deux leaders, ce sont Microsoft avec sa plateforme Azure et Amazon avec AWS, Amazon Web Services. Et les géants de la techno. Et voilà, aussi. Les géants de la techno, eux, ont des solutions intégrées. Donc, un des leaders, c'est Samsung avec son Smart Home Protocol qui permet de relier en même temps la température, la télévision, avec la sécurité aussi. La sécurité, c'est un paramètre très important dans les smart homes, notamment détecteurs de mouvement, détecteurs de fumée, etc. Il y a aussi le chinois Xiaomi. Côté français, vous avez cité ST Micro, il y a d'autres acteurs? Oui, dans la sécurité, on a Thales qui vraiment se démarque dans la sécurité. Et puis il y a aussi une petite pépite française qui s'appelle Netatmo, qui est spécialisée, leader dans la sécurité de l'habitat. Est-ce qu'il faut investir? Alors, la traditionnelle question, non. Oui. Alors, c'est vrai que le marché des objets connectés, c'est un marché qui a énormément eu de croissance à deux chiffres dans les années 2010. Fin des années 2010, c'était 2018-2019, on a eu un peu un excès des objets connectés, notamment en France, puisque 40% des entreprises qui ont lancé des objets connectés ont mis la clé sous la porte. Faute d'utilité de ces objets. Ceci étant, aujourd'hui, on dénombre 11,7 milliards d'objets connectés dans le monde et c'est en croissance puisque dans les 3 prochaines années, on aura à peu près 13 milliards d'objets connectés. Et puis ça devrait s'accélérer notamment avec l'essor des smart cities. C'est vrai que les smart cities en France, on a aujourd'hui 25 smart cities à plusieurs degrés bien évidemment. La numéro 1, c'est Lyon qui a vraiment le plus développé ces objets connectés. Et puis aussi il y aura un gain environnemental et c'est pour ça c'est aussi vraiment dans l'air du temps, dans le sens où il va y avoir des tri des déchets connectés, un peu une sorte de poubelle 2.0 qui va faire gagner du temps dans les processus de recyclage et dans le processus de tri, ce qui va bien évidemment baisser la production de CO2. Merci Antoine Fraisse-Soulier. Je rappelle que vous êtes responsable de l'analyse des marchés chez eToro France. On passe à notre rubrique sur les mutations du e-commerce quand l'intelligence artificielle permet de prédire nos achats. Retrouvez Smart Connect au cœur de Smart Future en partenariat avec Cdiscount. Smart Connect. Et aujourd'hui, on parle de l'entreprise Antvoice avec son président Alban Pelletier qui est avec nous en visioconférence. Bonjour. Tout simplement, présentez-nous Antvoice, c'est quoi ? Antvoice, c'est simplement un partenaire des marques pour exploiter tout l'univers du display. Le display, c'est tout l'univers web en dehors des GAFA pour faire de l'acquisition de nouveaux clients. Et alors, comment ça marche ? On parle de prédire l'acte d'achat. J'avoue que ça m'intrigue. Comment vous faites ? C'est exactement ça. En France, il y a 53 millions d'internautes. Donc, le défi des marques, des retailers, c'est de trouver parmi ces 53 millions de personnes les bonnes personnes, celles qui vont être intéressées par leur offre, celles qui vont être intéressées par leurs produits. Et donc ça, c'est un travail qu'un humain ne peut bien sûr ne pas faire. Et nous, on utilise justement l'intelligence artificielle pour trouver les personnes les plus intéressantes pour une marque
à partir de l'analyse de leur comportement. Donc on va utiliser des signaux faibles, des milliards de signaux faibles, pour effectivement établir un score entre 0 et 100, marquant un intérêt, une intention pour un produit ou pour une marque. Mais ça veut dire qu'avant même qu'on rentre un mot-clé ou une question dans un moteur de recherche, il y a déjà une analyse, c'est ça, si je comprends bien? C'est exactement ça. Hein. Aujourd'hui, en fait, la plupart des investissements publicitaires sont faits justement sur ces requêtes. Quelqu'un qui va taper « je cherche un vélo électrique, je veux partir au Mexique », etc. Le problème de cette approche-là, c'est que toutes les marques qui vont vendre des vélos électriques ou qui sont en voyage vont se ruer justement sur ces personnes. Alors qu'en fait, il est surtout important de les identifier avant qu'ils ne rentrent dans ce processus d'achat. Et donc, tout l'enjeu d'une société comme Envoice, c'est de pouvoir prédire justement cette intention, de capter des signaux faibles pour dire cette personne n'a pas encore tapé le mot-clé vélo électrique, mais de par son comportement, on sait qu'elle devrait être intéressée par les vélos électriques. Et tout notre enjeu, c'est donc d'être les premiers à capter justement cette audience. Mais alors, comment vous faites pour remplir cette promesse tout en respectant le RGPD, le Règlement général sur la protection des données? Voilà, ça c'est un point clé. Hein. En ce moment, vous voyez, il y a énormément d'annonces. Encore une annonce en fait de Google hier. Le point clé de tout ce ciblage publicitaire, c'est de respecter effectivement les consommateurs. Donc nous, on a une approche qui est très stricte, qui est très responsable, assez différente justement des GAFA. L'idée est de ne traiter que les personnes qui ont donné leur consentement. Aujourd'hui, vous voyez sur les sites médias, sur les sites marchands, vous avez ce qu'on appelle des cookie bars, des consent bars, donc des petites barres qui vous permettent de donner ou non votre accord. Dès qu'on a un accord, on peut exploiter ces données de manière complètement anonyme, sans aucune information personnelle, sans aucune information sensible. Et si la personne ne nous donne pas son consentement, on la laisse tranquille et il n'y a pas d'analyse en fait de son comportement. D'accord, mais donc ça veut dire que la nouvelle réglementation sur les cookies, elle va un peu tarir votre matière première, si j'ose dire? Alors oui, non, parce qu'en fait aujourd'hui, il y avait une crainte justement avec le passage début mai de la réglementation CNIL. On assiste en fait à deux choses. Soit il y a une approche qui est vraiment responsable de la part des médias, de la part des annonceurs, et on voit des taux de consentement qui sont très bons. Soit effectivement, on a des acteurs en fait qui ont toujours un petit peu abusé de ce type de choses. Et là, on voit un effondrement justement des consentements. Mais lorsqu'on propose une expérience de qualité et qu'on respecte le choix des internautes, voilà, on a perdu 10 points, 20 points sur les consentements. Donc effectivement, clairement, ça a un impact, mais il n'y a pas eu un bouleversement. Et ce qui veut dire qu'effectivement, aujourd'hui, on doit être encore plus responsable, on doit encore plus respecter les internautes. Et effectivement, c'est des mesures qui, de toute façon, vont dans le bon sens. Après, ce qu'il faut éviter, c'est le retour en arrière. C'est-à-dire que lorsqu'on propose une publicité à la fois responsable et en même temps intéressante pour l'internaute, bien sûr que l'internaute préfère une publicité qui va l'intéresser plutôt qu'on lui parle de couches, alors qu'en fait, c'est un cinquantenaire. Donc effectivement, il faut trouver le juste milieu entre le service apporté par la publicité et bien entendu le respect de la vie privée. À quel point, pour conclure, ça permet à vos clients d'accroître la performance de leur publicité, de leur budget de marketing digital? Oui, le point clé, c'est exactement ça. Hein. C'est non seulement, encore une fois, d'offrir une approche responsable de leur publicité, mais en même temps d'impacter, bien évidemment, leur activité, surtout dans des contextes comme celui que l'on connaît, où les retours sur investissement sont plus que jamais importants. Aujourd'hui, on travaille pour des marques, que ce soit dans le retail ou dans le service, qui ont fait le pari, justement, d'Envoice et de la recommandation prédictive de l'IA de prédiction. Et aujourd'hui, en fait, ça permet d'avoir 30, 40, 50% de plus en recrutement, de personnes recrutées en plus, versus une approche classique. Donc c'est à la fois plus responsable, plus intéressante pour les consommateurs, et en même temps, c'est un avantage substantiel pour les marques qui l'utilisent, parce qu'effectivement, ils vont avoir plus de nouveaux clients pour les mêmes budgets. Merci beaucoup, merci Alban Pétier, à bientôt sur Bismart. Voilà, on marque une courte pause avec des réclames de 2021 et puis on se retrouve dans le futur. Signalétique connecté et taxi volant au programme.
La seconde partie de ce Smart Future, on continue d'explorer, de découvrir ces entreprises qui innovent et on se balade comme toujours dans notre seconde partie dans la ville intelligente, la Smart City. Tout à l'heure, on va monter à bord d'un taxi volant, reportage et explication de Kosela Boaish. On va traverser la rue en empruntant des passages piétons intelligents grâce à la chronique d'Olivia Hieré-Dobré, puisque notre débat Smart City, tout de suite, il porte sur la signalétique intelligente. La signalétique connectée, comment redynamiser nos centres-villes, valoriser les commerces, mieux informer les habitants et les touristes. C'est tout de suite. Réinventons la mobilité de demain dans Smart City avec SEAT. La signalétique connectée, c'est ce que je vous propose de découvrir tout de suite avec mes invités. Marine Chevalreau, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes consultante senior chez Open Cities, cabinet de conseil et d'analyse stratégique spécialisé en politique publique. Et puis avec nous en visioconférence, Frédéric Bonin, qui est fondateur et dirigeant d'Axon Environnement, bureau d'études en signalétique et design urbain. Bonjour, est-ce que vous m'entendez bien ? Bonjour, et je vous entends très bien. Eh ben c'est parfait, on peut démarrer. Alors, à l'un et à l'autre, vous le savez peut-être, mais dans cette émission, on aime bien se projeter dans le futur, et notamment en 2040. Voilà, on a choisi une vingtaine d'années. Je me promène en ville. Qu'est-ce qui me surprend quand je regarde les panneaux, quand je regarde cette signalétique ? Pour ma part, moi je pense qu'en 2040, et même avant d'ailleurs, c'est en train de s'accélérer. Oui. Tout sera connecté, et c'est ce qu'on voit déjà dans les collectivités avec lesquelles on travaille. Au-delà de parler de panneaux et de signalétique intelligente, pour qu'il y ait ces signalétiques intelligentes, il faut que derrière, les collectivités remontent toutes ces données territoriales. Donc effectivement, là, il y a le développement de la 5G, mais bien sûr, en 2040, ça ira beaucoup plus loin. Il y a aussi l'avènement des voitures autonomes et de tout ce qui va être mobilité connectée. Donc en 2040, toute la ville communiquera, tous les acteurs, que ce soit humains ou objets, communiqueront entre eux, c'est ça ? Exact, Ouais. tout à fait, ce qui est déjà d'ailleurs en train de se passer. Évidemment. Et là, on voit d'ailleurs qu'à tous les échelons des collectivités, il y a de plus en plus d'objets connectés, donc la route connectée. Vous parliez des panneaux de signalisation, mais au-delà de ça, on peut parler aussi de tout ce qui est mobilité, les feux tricolores, Bien sûr. les passages piétons. Il y a aussi tout ce qui est le backup de ce qu'on ne voit pas finalement dans les villes, mais finalement le mobilier urbain, l'espace public, tout ça. On peut imaginer qu'il y aura quand même beaucoup plus d'objets connectés autour de nous. Vous avez parlé des centres-villes. Là, il y a de plus en plus de centres-villes qui justement redynamisent, en fait, ont cette stratégie de redynamisation en insérant de plus en plus d'objets connectés au service des habitants. Pas seulement pour les collectivités. Frédéric Bonin, est-ce qu'il y a des objets qu'on côtoie aujourd'hui qui vont radicalement changer, ou alors au contraire de nouveaux objets qui vont intégrer nos espaces urbains ? Alors en fin de compte, je crois que la question principale n'est pas forcément celle de l'objet, mais souvent ce qui se cache derrière. Et donc les objets vont, du mobilier urbain restera du mobilier urbain, mais ce qui est intéressant, c'est toute la question du service apporté aux usagers et justement souvent toute la technologie qui va être un petit peu cachée derrière. Donc moi, je ne vois pas 2040 comme étant un environnement qui va être complètement bouleversé visuellement, mais en termes d'usage, oui, carrément. Donc c'est plutôt à ce niveau-là que je pense que les choses vont complètement se muter. Mais quand même, Frédéric Bonin, ça existe déjà d'ailleurs, mais des panneaux, on voit les flèches qui orientent vers telle ou telle rue, tel ou tel musée, etc. Ça existe déjà, ils sont interactifs, ils seront forcément interactifs, c'est ça. L'objectif, c'est de donner plus d'informations et peut-être de les cibler en fonction des heures, en fonction des publics. C'est exactement ça. En fin de compte, c'est pas le plus d'informations, c'est au final toutes ces technologies souvent sont très très orientées sur des questions d'usage. Et par exemple, on a nous réalisé un projet pilote pour la ville de Chambéry où l'idée justement c'est qu'en fonction d'un certain nombre de scénarios qui sont posés, en fonction du jour de la semaine, de la temporalité. Peut-être aussi du temps, du climat, de la température qu'il fait. Le type d'information va être diffusé sur des scénarios complètement différents. Et donc c'est là où ça devient assez intéressant, c'est justement que en connectant avec des réseaux de capteurs, avec de la data qui est disponible par les collectivités, on va pouvoir justement ciseler
des scénarios. Donc là, on voit par exemple le projet qu'on a mis en place dans la ville de Chambéry. On va complètement ciseler des scénarios d'usage pour complètement ouvrir ce qu'on voit, Frédéric, pardon de vous interrompre, ce qu'on voit là à l'image, il y a quoi, des totems, table d'orientation, c'est quoi exactement? Là, par exemple, en fin de compte, sur cette image, ce qu'on voit là, donc c'est effectivement plutôt des éléments de signalétique. Là, ce qu'on voit actuellement, c'est ce qu'il y a en place à Chambéry. Donc, l'idée autour de ça, c'était effectivement de pouvoir spécialiser l'information en fonction de différents scénarios. C'est-à-dire que le samedi matin, il y a à tel endroit un marché, donc ça a un intérêt de le signaler, mais peut-être pas à un moment. Là, ce qu'on voit, c'est un projet qu'on a mis en place pour la ville de Paris, avec donc c'est des points d'information connectés et complètement autonomes. On voit il y a des panneaux photovoltaïques. L'idée, c'est de venir amener une information très spécialisée, très localisée. Donc là, on est en face du Panthéon. Il y en a une douzaine réparties dans la ville. Donc c'est venir spécialiser l'information. Autour de en tout cas, quand on parle de la signalétique, on pourrait parler effectivement des équipements et des services urbains, mais autour de la signalétique, ce qui est important, c'est au final quelle est l'information qu'on diffuse, et on peut avoir de l'information autour, effectivement, sur des visées touristiques, de mobilité, etc. Donc c'est tous ces scénarios-là qui sont traités de plus en plus finement aujourd'hui. Oui, on peut diffuser des infos qui sont effectivement évolutives, le nombre de places de vélos à louer, le nombre de places de parking évidemment, à quelle heure le prochain train part, enfin on peut imaginer tout ça. Marine Chevalleroux, les communautés locales, les collectivités locales, voilà le mot que je cherchais, qui sont vos clients, qu'est-ce qu'ils vous demandent aujourd'hui? En fait, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est surtout, nous peut-être juste pour préciser deux, trois choses sur Open Cities, nous, contrairement à Axiom, par exemple, nous, on ne vend pas de solutions, on est vraiment sur la partie conseil et stratégie. Ouais. Et en fait, ce qu'on voit aujourd'hui, ce qu'on voit dans les collectivités, c'est qu'il y a ce processus un peu de marche arrière, et vous posiez la question de la ville dans 2040, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, finalement, on va revenir à des choses beaucoup plus simples. Donc la signalétique intelligente, qui sont des processus très complexes derrière en termes de technologie. Mais on voit qu'il y a beaucoup de villes qui, par exemple, ont lancé des multiples applications et finalement qui font un peu marche arrière parce que c'est pas forcément des applications que les habitants vont télécharger. Et finalement, entre guillemets, un bon vieux panneau dynamique qui indique directement en ville voilà ce qui peut se faire, où on peut aller, etc. Tout ce que vous venez de citer est beaucoup plus utilisé. Donc nous, c'est ça qu'on voit au niveau des collectivités. Ça veut dire qu'est-ce qu'on abandonne? Qu'est-ce que ces collectivités abandonnent en fait, qui leur semble finalement un peu superflu? Exactement. Typiquement sur la mobilité, il y a beaucoup de collectivités qui ont lancé justement ce qu'on appelle des applications de calculateurs itinéraires ou justement pour mieux trouver une place de parking, etc. Et finalement, elles font un peu marche arrière aujourd'hui parce qu'elles se rendent compte que pour faire simple, mais si les personnes, les usages, il y a des habitudes d'usage qui sont très fortes, notamment avec Google Maps ou avec d'autres applications comme Waze. Et finalement, même nous, en tant qu'habitants, quand on passe dans une collectivité qu'on ne connaît pas, on ne va pas forcément penser à télécharger l'application de la collectivité. Et donc nous, chez nos clients, c'est ce qu'on voit. C'est-à-dire qu'ils se dirigent beaucoup plus vers de la signalétique intelligente. Vous avez des panneaux qui vous indiquent, voilà, des panneaux qui sont inclusifs finalement, parce que c'est pour tout le monde, pour touristes comme habitants, on n'a pas besoin de télécharger quoi que ce soit. Donc je pense effectivement qu'il va y avoir une simplification des services, c'est-à-dire les services vont beaucoup plus à portée de main finalement que tout sur smartphone ou via des applications. Alors on parle signalétique, mais c'est effectivement, beaucoup, vous l'avez dit, beaucoup d'objets de notre quotidien. Frédéric Bonin, par exemple, les feux tricolores, comment on peut les rendre plus intelligents ? Je pense que c'est toujours un petit peu de la même façon, c'est-à-dire que de réussir à comprendre les scénarios d'usage, et donc peut-être juste pour reprendre, Axon Environnement est également un bureau d'études, et donc on accompagne des collectivités, on monte des projets un petit peu sur mesure, on n'est pas du tout fabricant. C'est juste une petite précision. Mais par exemple, sur la question de la circulation, qu'elle soit automobile ou piétonne, l'idée, c'est vraiment, en fin de compte, je crois qu'aujourd'hui, de plus en plus, on fait des études de terrain de plus en plus fines. On travaille effectivement sur des scénarios multiples et peut-être plus complexes. Et c'est autour de ça qu'on va pouvoir bâtir. Donc un feu tricolore restera globalement un feu tricolore. Par contre, le scénario qui est derrière, qui va l'animer et qui va permettre en tout cas de fluidifier un trafic ou
de jouer un scénario A ou B en fonction d'un certain nombre peut-être de facteurs extérieurs. Je crois que c'est vraiment là-dessus qu'on... Donc pour l'usager, au final, quelque part, c'est complètement invisible. Lui, il va avoir en fin de compte un service de meilleure qualité, une meilleure expérience de sa venue dans une ville, par exemple, mais ça sera quasi invisible pour lui. Mais ça suppose quand même d'installer pas mal de capteurs, Frédéric Bonin. Ils seront où ces capteurs, même si on ne les verra pas? Alors, ces capteurs, en fin de compte, justement, et c'est vraiment la question de l'installation sur des équipements urbains. Nous, on travaille beaucoup sur la question du phygital, donc c'est vraiment l'alliance d'éléments physiques et puis des technologies, parce qu'effectivement, on aura un abribus sera toujours un abribus, un banc, une corbeille, un feu tricolore, donc on aura toujours effectivement ces objets-là, sauf que ces objets-là, en fin de compte, vont pouvoir être support à des capteurs parce qu'ils sont aujourd'hui, ils sont déjà de toute façon reliés à l'énergie, mais également à des réseaux. Je pense que le développement du réseau 5G va effectivement permettre de mailler encore plus efficacement tous ces aimants-là. Donc ces capteurs, au final, vous ne les verrez pas, quoi. Marine Chevalreau, ça vous fait réagir? Oui, non, effectivement, je pensais plutôt, mais je ne sais pas si ça va être une de vos questions donc, à voir. Mais effectivement, je pensais plutôt aux enjeux, et je suis tout à fait d'accord, je rejoins tout à fait ce qui vient d'être dit sur le fait que le développement de la 5G et du coup va permettre, et même le développement de l'open data, de manière plus générale, va permettre justement tous ces nouveaux services dans la ville. Après, les collectivités n'en sont pas encore toutes là. C'est vrai que là, on a parlé plutôt de collectivités qui sont quand même d'une certaine taille. Même on parlait de Paris ou de Lyon qui est assez connu aussi pour ça. La plupart des collectivités sont encore quand même dans un processus de réorganisation extrêmement fort avec, il faut chercher de nouvelles compétences. On sait très bien aussi qu'il y a une baisse des dotations publiques. Donc c'est difficile derrière aussi, il faut réorganiser toute la collectivité. Parce que ce sont des investissements lourds, là, quand on parlait par exemple de ces capteurs, j'imagine que ce sont des investissements lourds. Exactement. C'est-à-dire qu'on n'est pas seulement sur... déjà, la donnée, c'est très bien de développer plein de capteurs, mais la donnée derrière, il faut pouvoir la traiter. Bien sûr. Et du coup, ça suppose de développer ce qu'on appelle des hyperviseurs, mais effectivement de pouvoir d'avoir des gens derrière qui font fonctionner ces technologies, même si elles font gagner aussi du temps. Et ça suppose une réorganisation. Et donc, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que les collectivités sont encore dans cette phase de réorganisation. Il y en a qui sont très avancées, qui ont fait des stratégies de gouvernance comme on appelle dans le jargon, de gouvernance de la donnée, d'autres un peu moins. La 5G, vous en avez parlé rapidement l'un et l'autre, mais on peut peut-être terminer cette première partie là-dessus. Frédéric Bonin, ça change quoi profondément en matière de signalétique et de ville intelligente pour vous? Alors, en fin de compte, sans rentrer trop dans les détails, mais la 5G, en fin de compte, d'un certain point de vue, en fin de compte, c'est une multiplication d'antennes en zone basse, et donc très clairement, le mobilier urbain va être un excellent support pour cette multiplicité de petites antennes. Et donc, quelque part, quand on parlait justement de connexion de ces équipements, ça se rencontre complètement. C'est-à-dire que demain, au final, un réseau d'abris voyageurs pourra complètement mailler un territoire, alors d'abris voyageurs, de candélabres, de panneaux de signalisation, etc., deviendra, en fin de compte, va permettre, en fin de compte, de mailler complètement ces territoires. Donc, clairement, la 5G, en dehors des questions de débit, mais c'est surtout la question du maillage, quoi. C'est là le lien pour moi. On va parler sécurité maintenant. Vous allez voir que les passages piétons deviennent eux aussi connectés. Démonstration avec la chronique Horizon 2040. Horizon 2040 avec Olivia Hierret-Dobré. Bonjour Olivia. Bonjour, bienvenue, vous nous parlez aujourd'hui de ce passage piéton intelligent imaginé pour réduire évidemment les accidents de la route, rétablir un peu de paix sur la voie publique. Oui Thomas, quand on est conducteur, il nous arrive parfois, vous savez, de rouspéter contre ces piétons qui traversent sans faire attention, les yeux rivés sur leur téléphone. Eh bien avec ce passage clouté interactif, les usagers ont la garantie d'avoir une meilleure visibilité. Comment ça marche? Les traditionnelles bandes blanches sont remplacées par des lumières LED qui ne s'allument qu'au moment où les passants peuvent traverser sans danger.
Elles sont connectées à des caméras placées tout autour qui suivent les déplacements sur la route. Les images sont analysées grâce à du machine learning qui permet de distinguer les voitures des cyclistes et des piétons, détecter s'il s'agit d'un enfant ou d'une personne âgée, s'il marche vite ou lentement, s'il s'arrête ou même s'il regarde son téléphone. Tout ça pour mieux prévenir ces mouvements. En effet, le marquage qui s'affiche au sol varie en conséquence. Et ce n'est pas pour rien que ce passage piéton s'appelle Starling Crossing, qui veut dire traversée adaptative. Il s'adapte à toutes les situations. Quand plusieurs piétons traversent en même temps, par exemple un groupe d'élèves, eh bien, il s'agrandit automatiquement. Et alors, comment ce système assure la sécurité des usagers? Alors, par exemple, si une personne est distraite, elle regarde son téléphone portable et elle s'approche trop près de la route et qu'une voiture est à proximité, une lumière rouge s'allume autour de la personne, à la fois pour la prévenir et pour la rendre plus visible aux yeux du conducteur. Un autre exemple, si un enfant traverse de manière inattendue, une grande zone tampon est créée autour de lui. Enfin, dans les situations particulièrement dangereuses, lorsqu'un piéton traverse la rue en courant, mais se trouve dans l'angle mort d'un conducteur, eh bien, le Starling Crossing s'adapte en temps réel pour attirer son attention directement sur l'emplacement et la trajectoire du piéton caché. Qui est à l'origine de ce projet et comment l'idée est venue? Alors, c'est un cabinet d'architecture et une compagnie d'assurance en Angleterre. Selon eux, les passages piétons qu'on connaît ne sont plus adaptés à la façon dont nous utilisons nos rues au XXIe siècle. Et ce projet veut donc changer la façon dont nous traverserons dans le futur, se projeter vers une rue intelligente qui pourrait prendre soin de nous et nous protéger. Alors je crois qu'un prototype a été récemment testé en Angleterre. On en est où du développement? Alors les premiers déploiements devaient se faire en 2020, mais ils ont été retardés par la pandémie. Pas de date officielle, donc pour le moment, c'est en tout cas une innovation, on peut le dire, qui pourrait s'avérer bien utile pour le jour où les véhicules autonomes envahiront nos rues. Effectivement, les véhicules autonomes et la sécurité, Marine Chevallereau, ça sont des enjeux majeurs des villes connectées, des villes intelligentes d'aujourd'hui et du futur. Comment vous réfléchissez à ces données, notamment la donnée centrale de la sécurité? Oui, effectivement, on parlait il y a eu un programme notamment de la Banque des Territoires qui a été lancé, qui s'appelle Action Cœur de Ville. Et donc on parlait des grandes villes, mais si on revient un peu sur les villes moyennes, c'est plus de 220 villes moyennes en France. Et nous, on travaille justement avec quelques-unes de ces villes. Et effectivement, la sécurité, c'est un enjeu majeur, que ce soit dans le centre-ville, en termes de sécurité, délinquance, mais aussi en termes de mobilité. Et la technologie, c'est l'un des leviers, c'est l'une des solutions? Exactement. Et aujourd'hui, ce qu'on voit effectivement, c'est que, on parlait d'hyperviseurs tout à l'heure, il y a de plus en plus de villes qui vont justement, qui s'étaient déjà par exemple dotées de caméras et qui vont justement compléter ces technologies justement en connectant toutes leurs caméras ou en aussi connectant certaines caméras à des candélabres d'éclairage, connectant sécurité et éclairage public. Et l'idée, c'est on a vraiment passé un cran là-dessus pour faire, entre guillemets, une sécurité qui soit plus intelligente, c'est-à-dire, parce qu'une caméra, c'est quand même un investissement conséquent. Il y a certaines villes qui ont des centaines de caméras. Et là, l'idée, c'est de pouvoir aussi activer les caméras, effectivement, en fonction du jour ou de la nuit et en fonction aussi des rues dans lesquelles on se situe. Donc là, les villes travaillent beaucoup là-dessus pour essayer un peu de cibler leurs investissements plus qu'avant et de rentabiliser aussi les investissements qu'elles ont déjà. Merci Olivia. Restez avec nous parce qu'on va se poser la question des signalétiques adaptées aux taxis volants. Je ne sais pas si vous y avez déjà réfléchi. C'est Smart Move tout de suite. Smart Move lève les yeux au ciel dans nos villes intelligentes. Faudra-t-il bientôt prévoir une signalétique aérienne? On peut l'imaginer quand on voit ces taxis volants que Paris espère déployer pour les JO de 2024. Ils étaient en démonstration à l'aéroport du Bourget. Bonjour Cossé Labouache. Bonjour Thomas. Ça va bien? Ça va et vous? Ouais, écoutez, on va regarder le reportage que vous avez tourné là-bas avant que vous nous expliquiez les coulisses. C'est parti, reportage. C'était vraiment une belle occasion, une belle journée. Il fait beau dehors, on avait un peu peur de la météo, mais évidemment ça montre que c'est possible, que c'est pas très bruyant du tout même, on n'a pas entendu au Bourget. Et ça démontre aussi qu'on est bien loin, bien avancé sur tout ce qui est développement technologique et qu'on veut vraiment lancer les premières routes, les premières connexions avant les JO en région parisienne. L'objectif, c'est de continuer de développer les partenariats qu'on a déjà commencé à nouer sur l'Île-de-France, de continuer sur tout ce qui est certification
du volocoptère que vous voyez en arrière-plan, et aussi on continue un dialogue avec le public pour expliquer ce qu'on veut faire, ce qu'on va faire, pour expliquer pourquoi il y a une valeur ajoutée pour les gens en Ile-de-France. On va commencer avant les JO en 2024. Avant ou pour les JO en 2024, il y aura la première ou 2 connexions en région parisienne avec le but de pouvoir transporter un passager avec un pilote. Vous avez 2 places derrière moi et de leur offrir donc ce temps. On a déjà commencé à travailler avec la DGAC par exemple et avec les autres autorités. Un des buts, bien évidemment, dans les années qui suivent, c'est d'avoir une certification pour l'aéronef, le Volocity. Ça, c'est un track. Le deuxième, c'est de travailler avec les autorités en région parisienne, avec le gouvernement aussi, la mairie de Paris ou alors la préfecture d'Île-de-France, pour permettre des vols au quotidien. Et en termes d'infrastructure, une ville aussi dense que Paris, comment ça va se passer à ce niveau-là? Alors, on ne va pas se poser dans Paris même, intramuros, dès le début. Ça, bien évidemment, c'est un peu un challenge. Mais on peut très bien utiliser aujourd'hui déjà une infrastructure existante, notamment autour des aéroports, dont le partenariat avec ADP. Et en plus, comme vous le voyez, on n'a pas besoin de beaucoup de place. On n'a pas besoin de construire des rues ou des routes ou des tunnels pour un volocoptère. Au contraire, tout ce qu'il nous faut, c'est 15 x 15 mètres par terre et on peut décoller et atterrir. Donc ça, c'est un appareil qui n'a pas d'émissions en vol. C'est entièrement électrique avec 9 batteries. Donc vous n'aurez pas de pollution, ni de pollution en CO2 ou monoxyde, ni vraiment en bruit, puisque c'est un appareil qui n'émet pas beaucoup de bruit, comme vous l'avez pu le constater avant. Et ça peut vous permettre de voir Paris d'une toute autre perspective. Et je pense qu'il y aura déjà assez de gens qui seront prêts à le tester avant 2024. Moi, je sais que dans mon cercle, bien évidemment, c'est une petite bulle, mais dans mon cercle d'amis et dans mes connaissances, il y en a beaucoup qui ont hâte de pouvoir essayer ça. Alors que c'est là, quels sont les avantages de ce taxi volant? D'ailleurs, on devrait plutôt dire mini-hélico. Alors, mini-hélico ou drone géant, à chacun son interprétation. Donc, l'avantage, c'est d'abord sa taille. Comme le disait Fabien, c'est plus petit qu'un hélicoptère classique. On n'a pas besoin d'héliport ni pour décoller, ni pour atterrir, simplement d'un espace de 15 mètres sur 15. L'autre avantage qui peut prêter à sourire, mais qui est réel, c'est que dans le ciel, il n'y a pas de bouchon. Donc on vole littéralement, enfin on fait des trajets littéralement à vol d'oiseau. Et à Paris, on sait que c'est très important. On en rêve. Bien sûr. Et puis contrairement à un hélicoptère, il est vraiment silencieux pour le coup. À proximité, on entend comme une espèce de bruit de drone, mais lorsqu'il décolle et qu'il est assez haut, on n'entend plus rien. J'ai pu le constater donc durant la démonstration qui a duré 3 minutes sur le tarmac du Bourget. Alors c'est une entreprise allemande, pourquoi elle a choisi Paris ? Alors, le choix de Paris n'est pas par hasard. Donc, Volocopter, l'entreprise allemande, est en collaboration avec le groupe ADP, Aéroports de Paris, et la RATP. Donc, avec comme objectif d'être totalement opérationnel d'ici 2024 pour les JO de Paris. Donc, en discutant avec Fabien Nestmann, qu'on entend dans le reportage, j'ai bien compris que là, l'enjeu principal, c'est de faire un maximum de partenariats. C'est pour faciliter la mise en place du Volocity, parce qu'on anticipe déjà le futur. Et le futur, c'est une concurrence qui prévoit d'être rude dans ce secteur. Vous avez pu monter à bord ? Oui, mais pas en vol. C'est déjà pas mal. À mon grand désespoir, oui, c'est déjà pas mal. J'ai pu constater que l'intérieur était très épuré, très spacieux. On a vraiment une vue très dégagée pour profiter du paysage. Seulement 2 sièges, comme on l'a vu, avec une ceinture semblable à une ceinture de voiture. Il n'y a pas de dispositif particulier. Et une tablette qui contrôle tout, comme une tablette de Tesla. Il n'y a aucun bouton. Pas de levier. Il n'y a pas un tableau de bord avec plein de boutons, d'accord? Simplement une tablette, vraiment une grande tablette, c'est très épuré. Il n'y a pas de levier comme on a l'habitude de voir sur tout objet volant identifié jusque-là. Et donc à l'arrière du véhicule, on a le compartiment avec les 9 batteries. Là, on l'a vu sur les images, il était en marche, un peu comme une preuve finalement du silence de ces hélices, de ces 18 hélices qui demandent 18 moteurs. Et voilà, on le rappelle, mais c'est un appareil qui est 100% électrique. Et dans le monde qu'on imagine dans le futur, c'est un gros avantage. Marine Chevalreau, mais vraiment très rapidement, l'émission se termine. Vous devez intégrer déjà cette dimension-là, lever les yeux au ciel, dans vos projets ?
Alors, je vous avoue Pas que là, encore. on n'en est pas encore là du tout. On est d'abord à essayer d'intégrer, de préparer le terrain pour tout ce qui est justement voiture autonome et même mobilité hydrogène dont on n'a pas encore parlé. Mais non, je pense que ça, c'est plutôt pour des plus grosses villes et des capitales, effectivement. Eh ben, merci beaucoup, merci à tous, merci Cosella d'être venu présenter ce témoignage et ces taxis volants, drones, mini hélico, appelez ça comme vous voulez. Voilà, c'est la fin de ce Smart Future. La semaine prochaine, moi je serai pas là parce que je serai en train d'essayer de, je sais pas, monter, redescendre, bref, du Mont Blanc pour l'association dont je suis le parrain, les pupilles orphelins des sapeurs-pompiers de France. Pensez à mes mollets, ils vont souffrir. Salut à tous, vous pouvez revenir en juin 2021. Ce programme vous a été présenté par SEAT.